On paye avec une carte, on paye avec son smartphone, on n'a plus de billets. Donc les enfants, ils ont besoin de voir, de toucher, pour comprendre, pour s'imaginer des choses. Grégory Guillemin, qui est influenceur, fondateur de la bourse Make It Easy. Tu es aussi auteur d'un livre dont on parlera tout à l'heure. Avec 400 000 €, on a levé jusqu'à 4,5 millions. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse, à avoir des bases solides. Dans la culture européenne, l'argent est tabou. L'argent est très tabou. Aujourd'hui, aux États-Unis, 170% du produit intérieur brut américain est investi dans des plans de pension. En France, 12%. Il va falloir trouver des solutions. Alors, soit on meurt plus tôt, mais c'est pas la solution qu'on va privilégier, ou soit... Bonjour à tous, bienvenue sur Finfluence, le podcast qui donne la parole aux acteurs majeurs de la finance moderne. Aujourd'hui, j'accueille Grégory Guillemin, qui est finfluenceur, fondateur de la bourse Make It Easy. Tu es aussi auteur d'un livre dont on parlera tout à l'heure. Est-ce que peut-être tu peux te présenter à tous ceux qui te connaissent pas? Bonjour Joe, un immense merci en tout cas de me recevoir dans ce podcast. Donc qui je suis, j'aime bien me présenter en parlant de mes passions. Ma première passion, ce sont mes enfants, Gaspard et Harold. Gaspard qui a 4 ans et demi et Harold qui a un peu plus de 3 ans. Ça a complètement changé ma vie puisque depuis que Gaspard est né, j'ai pris la décision le vendredi de plus travailler. Et maintenant j'ai aussi la chance le mardi de prendre du temps et d'aller à la piscine avec les enfants. Pour moi, c'est vraiment important de prendre du temps avec mes enfants. Ma deuxième passion, c'est de me balader dans la forêt et surtout dans les montagnes en Suisse. J'ai la chance d'aller quelques fois par an en Suisse, non pas pour y déposer mon argent, mais plutôt pour profiter des superbes paysages, des montagnes, des lacs. J'adore faire ça. Et ma dernière passion, c'est de partager mon rêve, qui est simple et en même temps un petit peu ambitieux, c'est d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse et être autonome avec leurs investissements. Donc c'est vraiment ça qui m'anime et j'ai fait en tant que mon background professionnel, ça a été un master en finance en Belgique, vous reconnaissez certainement l'accent, et puis 3 ans de thèse de doctorat. J'ai fait une thèse de doctorat dont presque 2 ans sur comment essayer de battre la bourse en développant un algorithme pour essayer de battre la bourse. Et puis j'ai travaillé pendant 6 ans dans un multifamily office qui supervise le patrimoine de familles très très fortunées. Et en parallèle, j'ai même créé un fonds d'investissement à partir de 2015, fonds d'investissement qui s'est arrêté en 2022. Et puis maintenant, ça fait 2 ans et demi que je fais que de l'éducation financière. Parce qu'en fait, fin 2020, je me suis posé la question, Greg, qu'est-ce qui te motive dans la vie? Est-ce que tu aimes travailler pour des familles fortunées? La réponse était oui. Mais j'avais envie et le besoin de partager mes connaissances, mes compétences à un max de gens. Et donc, je me suis lancé. Hyper intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels je vais te relancer. Le thème général de cet épisode, on va parler des obligations. C'est vraiment sur les obligations. Comment investir dans des obligations? À quoi ça sert? Qui doit investir dans les obligations? Qui ne doit pas investir dans les obligations? Même si je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances et que c'est un spectre. Mais j'aimerais bien te relancer peut-être sur ton fonds de gestion. Je trouve ça hyper intéressant. Pourquoi est-ce que tu l'as fermé en 2022? Donc le fonds d'investissement qu'on avait créé avec un ami et associé, en fait, faut savoir que dans ma thèse de doctorat, donc j'ai fait une partie de ma thèse de doctorat sur le développement d'un algorithme pour essayer de battre la bourse. Et puis en 2015, on a mis 11 000 € sur un compte broker online. On a testé la stratégie live pendant 2 ans. Et en 2017, on a créé notre premier fonds d'investissement. Bon, faut savoir que quand en 2017 on voulait le créer, on avait 28 ans, on n'avait jamais travaillé en banque, on venait pas de famille fortunée. Et donc, comment créer un fonds d'investissement? Un fonds d'investissement classique, c'est minimum 15-20 millions d'euros. Et donc, ce qu'on a fait, c'est on a été voir plein de gestionnaires différents. Un gestionnaire nous a fait confiance en disant, en fait, on va créer un produit qui n'est pas un fonds d'investissement légalement parlant, mais qui ressemble dans le fonctionnement à un fonds d'investissement. Avec 400 000 €, on a levé jusqu'à 4,5 millions. Et puis, il y a eu la crise du Covid. Nous, c'est un portefeuille 100% actions qui a fait aussi moins 35% entre février et mars 2020. On a eu quelques clients qui sont partis. Et puis, en fait, en 2022, le fonds tournait aux alentours des 1 million d'euros, vivotait. Et en fait, pourquoi on l'a clôturé? Simplement parce que ma philosophie et mon chemin de vie professionnelle avaient complètement changé. Aujourd'hui, mon rêve, c'est d'essayer d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse, à avoir des bases solides,
Alors que mon rêve, quand j'ai fait ma thèse de doctorat entre 2012 et 2015, c'était de battre la bourse. Eh ben, j'ai essayé de la battre. C'était très difficile, même si mon fonds a fait un peu mieux. Mais aujourd'hui, j'ai une philosophie beaucoup plus passive là-dessus. Et n'oublions pas que en 2013 et 2015, quand j'ai essayé de battre la bourse en faisant du stock picking, j'ai perdu 60% de mes économies. Ça m'a fortement motivé à l'idée de mieux comprendre la bourse. Donc c'est pour ça que j'ai fait un algorithme, le fonds d'investissement, et qu'à un moment donné, ça avait moins de sens pour moi, et surtout, il y avait plus qu'1 million d'euros, et c'était des contraintes administratives assez grandes. Et donc, avec mon associé, on a pris la décision d'arrêter. Ok, mais c'est un parcours très inspirant et je pense très instructif pour toi, parce que c'est grâce à ça qu'aujourd'hui est né Grégory Guillemin et la bourse Make It Easy. Tu as parlé aussi de tes passions, de ta principale passion qui sont tes enfants en fait. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour l'éducation financière pour les enfants, à tous les parents qui nous regardent et qui seraient intéressés par ça? Alors des conseils pour l'éducation financière pour les enfants. Donc en fait, est-ce que j'ai des conseils? Oui et non. Je vais partager ce que je fais, par exemple, avec mes enfants. Si on va dans un magasin, les enfants, ils peuvent être attirés par des bonbons, par des jouets, par d'autres choses. Et en fait, j'ai souvent un billet de 10 ou un billet de 20 euros dans mon portefeuille. Pourquoi? Simplement pour leur expliquer. Mes enfants sont capables maintenant de regarder les chiffres et de comprendre les chiffres et de faire des petites additions. Et ils ont quel âge? Ils ont 4 ans et demi et 3 ans, un peu plus de 3 ans. Et donc, ils sont capables de faire cela. Et donc, on dit simplement, voilà, avec ce billet de 20 euros, on peut seulement acheter ça ou ça. On ne peut pas tout acheter le magasin, tous les bonbons ou tous les jouets. Mais surtout, c'est important d'acheter quelque chose qui est nécessaire, essentiel et qui a du sens pour nous. Par exemple, si je vais à la piscine, les enfants se rendent pas spécial. Je paye avec une carte. Les enfants se rendent pas compte que je paye quelque chose. Et donc, je leur explique, tu sais, le dimanche, on va à la piscine. La piscine, elle est chauffée. Pourquoi la piscine, elle est chauffée? Pour qu'on ait du plaisir à aller à la piscine. Il y a des maîtres nageurs, il y a les personnes à la réception. Il y a toutes des personnes qui sont là et qui travaillent et qui, en contrepartie de leur travail, reçoivent une rémunération. Et c'est grâce au fait qu'on paye l'entrée qu'on est capable d'avoir une rémunération. Donc, et qu'ils sont capables d'être rémunérés. Et donc, en fait, le tout, c'est qu'aujourd'hui, dans la culture européenne, on est francophone, on est très... l'argent est tabou. L'argent est très tabou. C'est lié à plusieurs choses. Le rôle de l'État qui, d'une certaine manière, on se infantilise les citoyens parce qu'ils disent vous inquiétez pas, vous aurez une pension. Notre rôle également premier, on prend pas le temps de le faire. Le rôle également de la religion. Si on regarde l'évangile et tout ça, on se rend compte que l'argent et l'excès d'argent était souvent très mal vu, très décrié par Jésus. Et en fait, moi, j'invite simplement à dire, l'argent, c'est un moyen d'échange. C'est pour ça que ça a été créé à la base. Et que j'en discute avec les enfants de manière pas spécialement, à certains moments en disant, mais voilà, c'est important à ce moment-là que vous compreniez. Un simple exemple, c'est pourquoi on n'ouvre pas toutes les lampes dans la maison? Parce que l'électricité, c'est une ressource précieuse. Et la ressource précieuse, c'est important d'en prendre soin. C'est comme l'eau, c'est une ressource précieuse. Et donc, plutôt que de dire, arrête de mettre de l'eau c'est cher, non. En fait, on le voit plutôt comme une ressource dont il faut en prendre soin pour pouvoir en avoir demain. Et je pense qu'à l'âge de 6-7 ans, les enfants sont capables de recevoir quelques euros d'argent de poche et de commencer à expliquer ça. Avant, je trouve que c'est un peu trop tôt parce qu'ils n'ont pas encore la notion de quantité. Mais donc, je pense c'est important simplement de parler de ça, de dire on va beaucoup en vacances, c'est chouette les vacances, et d'expliquer pourquoi on a la chance d'aller beaucoup en vacances. Et donc voilà, papa fait un travail qui le passionne et grâce à ça, il gagne de l'argent. Pourquoi tu gagnes de l'argent? Et donc il y a des discussions et donc au moins ils sont un petit peu informés, surtout aujourd'hui dans un monde où l'argent est complètement dématérialisé. On paye avec une carte, on paye avec son smartphone, on n'a plus de billets. Donc les enfants, ils ont besoin de voir, de toucher, pour comprendre, pour s'imaginer des choses. C'est pour ça que j'aime bien toujours avoir des pièces ou 1 ou 2 billets dans mon portefeuille. C'est vraiment pour leur montrer ça, pour que l'argent soit tangible et qu'ils le comprennent mieux. Ok, donc effectivement, d'une part, il y a l'éducation
financière dès le plus jeune âge. C'est ce que tu défends en tout cas. Oui. Et d'autre part, voilà, il y a le côté matérialiser finalement l'argent et sensibiliser en fait. Il y a beaucoup de gratitude aussi dans ce que tu décris vis-à-vis de ta situation, vis-à-vis de la situation qu'ils ont, le fait que les ressources soient précieuses. Tu as parlé des pensions, tu as parlé du fait que l'État infantilise finalement la population en faisant miroiter une retraite. Oui. Vous avez les mêmes problématiques en Belgique? En Belgique, il y a les mêmes problématiques effectivement, je dirais qu'en France. C'est comment on va financer les retraites. On voit qu'il y a les personnes vivent de plus en plus, sont de plus en plus âgées. Ça, c'est génial. D'un autre côté, il y a la base de travailleurs est de moins en moins grande pour cotiser pour les futures pensions. Et il y a rien à faire. Par exemple, aux États-Unis, le système de pension est complètement différent, bien entendu. Mais aux États-Unis, ils savent grosso modo qu'ils n'auront rien. Et donc, dès leur adolescence, on leur parle d'investir. Aujourd'hui, aux États-Unis, 170% du produit intérieur brut américain est investi dans des plans de pension. Ok. En France, 12%. 12% du PIB. Ça veut dire quoi? Il y a un énorme pension gap qui est là. Et l'objectif, vraiment, selon moi, c'est finalement de pouvoir essayer tous les mois de mettre 10, 15, 20%. Si c'est que 5 au début, c'est déjà très bien aussi. D'être dans une dynamique où on va mettre de l'argent de côté pour pouvoir investir. On va mettre de l'argent pour pouvoir investir. Et pour ne pas être dépendant, moi, je pars vraiment dans mes petites simulations que je fais avec mon fichier Excel. Je pars du principe que à 65 ans, l'âge légal de la pension, j'aurai pas de pension. Et je dois être capable de constituer un patrimoine qui me permettra de pouvoir réaliser mes rêves et ce genre de choses. Et donc, c'est vraiment ça de me dire, en fait, l'État, ce qui se passe, c'est que l'État est extrêmement généreux. Donc, d'une certaine manière, c'est génial. D'un autre côté, on se dit juste, bah oui, le premier pilier, c'est quoi? C'est la pension légale. Le deuxième pilier, c'est quoi? C'est la pension faite par les entreprises. Le troisième, c'est les pensions fiscalement déductibles. Et le quatrième pilier, c'est seulement les investissements que vous faites vous-même en immobilier, en bourse et en ce genre de choses. Mais donc, ça veut dire que vraiment, le pilier de la pension, ils mettent en avant la pension légale. Oui, mais il y a des événements démographiques qui font que la croissance est moins importante, qui font que l'espérance de vie est de plus en plus importante. Et je pense que il va falloir trouver des solutions. Alors, soit on meurt plus tôt, mais c'est pas la solution qu'on va privilégier, ou soit les gens vont travailler plus tard, ou soit on va devoir diminuer les pensions, et peut-être qu'il y aura 1, 2, 3 générations qui, entre guillemets, seront sacrifiées. Mais je pense qu'il faut partir du principe de dire oui, il y a peut-être la pension que j'aurai un jour, mais il faut, dès le plus jeune âge, si j'avais pu faire ça dès mes 18 ans, et même dès ma naissance, si mes parents avaient pu faire ça, mettre 50, 100 euros par mois dans des investissements à long terme, dans la gestion passive par exemple, ça permet vraiment en fait d'avoir une sorte d'augmentation du portefeuille petit à petit, à très long terme, et finalement 50 euros par mois, ça représente peut-être un resto, et donc on se prive peut-être d'un resto, mais pour peut-être potentiellement à 50, 55 ans, partir à la retraite, faire un projet qui a du sens pour vous, faire le tour du monde si vous voulez faire le tour du monde, faire de la philanthropie si vous voulez faire de la philanthropie, ou juste vous dire, mais moi j'ai bossé comme un fou pendant 30 ans, si je peux arrêter 10 ans plus tôt, je peux arrêter 10 ans plus tôt, donc voilà, mais c'est dingue le différentiel entre les pays anglo-saxons, où le système des retraites bien entendu est complètement différent, et les pays effectivement en Europe et en Europe francophone que je connais bien, où effectivement, même d'une certaine manière, vu que l'argent et la bourse c'est tabou, en fait, les gens n'investissent pas. Ils gardent leur argent, ils le laissent entre guillemets dormir sur leur compte. Il dort pas vraiment parce qu'il est utilisé par la banque, mais il n'est pas utilisé, il est sous-utilisé pour le bien-être des personnes, quoi. Ben justement, pour construire un patrimoine et préparer sa retraite, préparer des projets futurs, on a la possibilité d'investir dans des actions, mais on a aussi la possibilité, donc à travers par exemple aussi des ETF, mais on a aussi la possibilité d'investir dans des obligations. Et c'est un mot qui revient de plus en plus aujourd'hui, là en 2023, et je pense qu'en 2024, ça reviendra vraiment de plus en plus. Est-ce que peut-être tu peux nous définir ce qu'est une obligation? Oui.
Donc, une obligation, c'est quoi? Une obligation, c'est un titre de créance qui va matérialiser, en fait, une part d'emprunt. Concrètement, c'est quoi? Une entreprise, elle a besoin, pour se financer, elle a besoin, par exemple, prenons une petite entreprise, elle a besoin de 10 000 euros. Elle a deux possibilités, l'entreprise. Soit elle ouvre son capital à de nouveaux actionnaires, et donc le fondateur de l'entreprise va se séparer d'une partie du capital pour faire entrer un nouvel actionnaire, ou soit le fondateur dit non, moi je cherche quelqu'un qui va me prêter 10 000 euros. Et donc, là, l'emprunteur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va recevoir 10 000 euros, et chaque année, pendant 5 ans, va fournir un taux d'intérêt, par exemple, de 5%. Et à la fin, si l'emprunteur est toujours n'a pas fait faillite, l'emprunteur remboursera. Donc, c'est un instrument financier où on a finalement deux agents économiques. On a l'emprunteur qui a besoin de liquidité et le prêteur qui a des excès de liquidité, un excès de cash. Et il va y avoir un transfert. Premièrement, les excès de liquidité vont aller sur le compte de l'emprunteur et l'emprunteur va envoyer un titre, c'est-à-dire une obligation. Donc moi, si j'ai prêté de l'argent à une entreprise, je détiens une obligation de telle entreprise et c'est un contrat, c'est simplement un contrat avec une échéance, par exemple sur 5 ans, un taux d'intérêt annuel de 5% et en théorie, si la société ne fait pas faillite, je suis remboursé après 5 ans. Ça, c'est vraiment ça l'obligation. Moi, ce que j'aime bien toujours comparer, grosso modo, c'est quand on détient une action, c'est comme le mariage. C'est pour le meilleur et pour le pire. La société cartonne, tant mieux, on fait x2, x3, x4. La société ne cartonne pas comme plein de sociétés qui y font faillite, malheureusement. On perd tout son argent. Ça, c'est de détenir une action. Une obligation, en théorie, même si la société vient à faire faillite, on sera remboursé avant les actionnaires. Donc, on a un peu moins de risques par rapport à ça. Mais par contre, vu qu'on a moins de risques, on a moins aussi de rendement potentiel, puisque si la société à laquelle j'ai prêté 10 000 euros cartonne et ouvre d'autres magasins, d'autres choses et développe son business, moi, dans 5 ans, je serai remboursé toujours 10 000 euros. Et je ne serai pas remboursé en fonction de la valeur de l'entreprise. Donc, voilà, c'est ça une obligation. Ok, et donc les coupons sont forcément fixes ou ils peuvent être variables? Donc, intérêts. Alors les intérêts, en fait, il existe différentes formules. Le marché des obligations, c'est important de comprendre. Le marché des actions, en fait, c'est très facile. Le marché des obligations, c'est vraiment un marché très très complexe où depuis 10 ans, enfin même plus 15 ans, où les taux d'intérêt n'ont fait que baisser, plus personne ne s'est intéressé effectivement au marché des obligations. Mais c'est un marché vraiment beaucoup plus complexe. Il faut comprendre aussi que la majorité des échanges sur les obligations se passent en dehors du marché. Alors que la majorité des échanges sur les actions se passent sur Deutsche Börse, etc., sur Euronext Paris, se passent dans les marchés réglementés. Sur les obligations, la majorité des échanges se passent hors du marché. Donc, ce qu'on appelle le marché de gré à gré. Une obligation, elle peut avoir un taux fixe, ça c'est l'obligation la plus classique, 5% par an pendant 5 ans. 5%, on parle toujours de 5% brut, puisqu'il va y avoir une taxation qui est différente du pays de résidence fiscale de chaque personne. Et puis, on peut avoir des obligations à taux variable. Et donc ça va dépendre de l'évolution de sous-jacents qui font que, par exemple, des obligations liées à l'inflation, dans le contrat, ces obligations-là l'évolution du coupon va dépendre d'une mesure de l'inflation. Et donc, le coupon peut évoluer à la hausse ou à la baisse. Il y a aussi des obligations zéro coupon, c'est-à-dire des obligations qui, au lieu de fournir 5% par an pendant 5 ans, vont capitaliser ça et à la fin vont payer grosso modo tous les coupons en une fois lors du remboursement de la dette par l'emprunteur. Donc, 3 grands types d'obligations, effectivement. 3 grands types de taux, à taux fixe, à taux variable et le zéro coupon. Après, je pense que pour les gens qui voudront investir dans des obligations, il faut rester simple. Simplicity is key, je le dis toujours. C'est quoi rester simple? C'est investir dans des obligations où on comprend l'émetteur et où on se dit que chaque année, si j'investis dans telle obligation émise par tel émetteur, je vais gagner 5% par an brut. Et les zéro coupons et les obligations liées à l'inflation, c'est quand même des sujets beaucoup plus complexes. On pense parfois que si l'inflation ne fait qu'augmenter le prix de l'obligation d'une obligation indexée à l'inflation va augmenter.
Non, mais c'est pas toujours vrai. Il faut faire attention. Et quid si demain l'inflation diminue, ça a aussi un impact. Donc c'est des obligations, celles-là et les obligations à zéro coupon, c'est des obligations quand même un peu plus complexes à comprendre. Et c'est important toujours de prendre le temps à une obligation, il y a toujours ce qu'on appelle une term sheet, un contrat. Toujours important de lire les quelques pages pour bien comprendre comment ça se passe, bien comprendre simplement à combien je serai remboursé dans 5 ans. Est-ce que je serai remboursé à 100% du prix de l'obligation? En théorie, oui. Parfois, c'est un peu moins, parfois, c'est un peu plus, dépendant du contrat. Ok. Tu as dit quelque chose sur lequel j'aimerais bien rebondir. Tu as parlé justement un peu de la corrélation avec l'augmentation des taux d'intérêt. Est-ce que peut-être tu peux redéfinir ça de manière, pour justement tous ceux qui nous regardent. Est-ce que les obligations sont liées, le rendement des obligations, les intérêts des obligations sont liés à l'évolution des taux d'intérêt, et comment est-ce que ça marche concrètement? Donc, en fait, si on revient à la base, un taux d'intérêt, il est défini, le taux d'intérêt sont liés au taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. La Banque centrale, elle a plusieurs missions. Une de ces missions, c'est de gérer la quantité d'argent qu'il y a, par exemple, dans la zone euro avec la Banque centrale européenne. Une deuxième mission, c'est de pouvoir contrôler l'inflation aux alentours des 2% par an. Tout simplement, c'est l'objectif. Donc, contrôler l'augmentation des prix. Pour cela, elle va jouer avec les taux d'intérêt. Pourquoi je dis jouer? Prenons un exemple. Si l'inflation est très, très basse, potentiellement l'inflation est basse. Donc, que va faire la Banque centrale? Elle va dire, l'inflation est basse, donc je mets des taux bas pour favoriser quoi? Les emprunts par les ménages, pour favoriser les emprunts par les entreprises. Si on favorise les emprunts par les ménages, ça fait plus de consommation. Si on favorise les emprunts par les entreprises, ça fait aussi plus d'activité. Qui dit plus de consommation, plus d'activité, dit augmentation des prix et donc l'inflation revient à 2%. Si, comme en 2022, on a une inflation dépendant des pays bien entendu, 7, 8, 9%. Là, l'augmentation des prix est beaucoup trop importante, c'est-à-dire qu'on perd en valeur de pouvoir d'achat de manière assez importante. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Que fait la Banque centrale? Elle va dire, en fait, je vais augmenter mes taux pour freiner les dépenses, pour freiner les investissements des entreprises. Et si on freine les dépenses, si on freine les investissements des entreprises, ça va freiner l'activité économique. Et qui dit freiner l'activité économique dit finalement, il va pas y avoir une envolée des prix et qui va entraîner une augmentation de l'inflation. Donc c'est vraiment comme ça qu'on joue en fait, que la Banque centrale pas joue, mais qu'elle gère cela, c'est vraiment de pouvoir gérer l'inflation et l'activité économique autour de cela. Pourquoi? Parce que s'il y a un boom d'activité économique, si on peut souvent ce qui se passe, c'est quand les taux sont bas, il y a un boom, les gens empruntent, les gens consomment, les gens font ça. Et puis, quelques années après, on voit cette augmentation des prix. Et si demain, il y a une récession, il n'y a rien à faire, plus personne ne consomme. Mais comme de par hasard, le prix de plein de biens va diminuer. Puisque l'offre est toujours la même, mais la demande a fortement diminué. Donc, les prix vont diminuer. Qui dit prix diminue, dit l'inflation diminue. Et c'est comme ça que la Banque centrale, finalement, en gérant l'inflation, comme ça, avec un objectif de 2%, va d'une certaine manière essayer d'avoir une croissance économique qui est pas grande, mais qui ne varie pas de plus 10% par an à moins 10% et qui ne fasse pas le yo-yo. Donc ça, c'est le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale. Et, il y a rien à faire. Quand elle change quand elle décide d'augmenter ses taux d'intérêt, directement, les taux d'intérêt des obligations, en fait, vont s'aligner par rapport à ça. Pourquoi? Parce que si par exemple, on a comme, à un moment donné, on avait le taux d'une obligation allemande à 10 ans, échéance 10 ans, c'était à moins 0,5%. Donc, on payait l'État allemand pour lui prêter de l'argent, parce que l'État allemand est considéré comme l'État le plus sûr en zone euro. Ça correspondait finalement au taux d'intérêt de moins 0,5% fait par la Banque centrale européenne. Et puis la Banque centrale a augmenté ses taux, et le marché en fait a dit très bien, maintenant la Banque centrale augmente ses taux, et donc tous les taux qui dépendent en fait de ce taux central vont effectivement s'aligner. Pourquoi? Parce qu'en fait, un taux d'intérêt, il dépend de deux choses. Donc, un taux d'intérêt, généralement, il dépend de deux choses, même de trois choses. Premièrement,
c'est quoi le taux d'intérêt sans risque, c'est-à-dire de la banque centrale, ok, le taux d'intérêt directeur de la banque centrale. Le taux d'intérêt directeur de la banque centrale, maintenant, il est de 4%. Ça veut dire quoi? C'est des banques commerciales qui mettent l'argent sur le bilan de la banque centrale, vont gagner en mettant, par exemple, 100 millions d'euros sur une période de 12 mois, vont gagner effectivement 4 millions d'euros par an, simplement grâce au taux d'intérêt. Donc là, c'est vraiment, il y a un mécanisme de règlement et de compensation qui est fait tous les jours, puisque c'est refait ça tous les jours. Mais ce qui est important de comprendre, c'est simplement le fait que là, pour déposer de l'argent auprès de la Banque centrale, qui est considérée comme l'institution financière 100% sécuritaire par excellence, et donc à ce moment-là, les banques vont placer une partie de leur excès de liquidité là-dedans et vont être rémunérées sur une période de 12 mois à du 4%, donc 4% annuel. Et donc, les taux d'intérêt vont dépendre du taux d'intérêt directeur, vont dépendre du risque de crédit dans l'emprunteur. Une entreprise comme Apple aura un taux d'intérêt beaucoup moins important que une entreprise comme, je n'ai rien contre Air France, mais je vais parler d'Air France, comme Air France. Pourquoi? Parce que le bilan est complètement différent. Apple va avoir moins de dettes que Air France. Et donc, le business est complètement différent. Les marges sont complètement différentes. Et donc, le deuxième facteur qui influence le taux d'intérêt, c'est quel est le risque de crédit. Donc, le risque de crédit, c'est quoi? C'est le risque que l'emprunteur ne soit pas capable de rembourser une partie ou la totalité de la dette qu'il a prise. Ok? Et donc, un Apple, il y a presque 100% de probabilité qu'il rembourse. Un Air France, je connais pas les probabilités, mais c'est un petit peu moins parce que simplement, Air France est une société beaucoup plus endettée et qui a beaucoup moins de marge et qui est en situation financière moins bonne, selon moi bien entendu, que Apple. Et selon les marchés aussi, puisqu'on voit des différentiels de taux importants. Le troisième élément, c'est quoi? C'est l'inflation. L'inflation. Au plus on anticipe une inflation importante à long terme, au plus les taux d'intérêt potentiellement vont augmenter. Par exemple, ici, on anticipe, les marchés anticipent que l'inflation va se calmer d'ici 1 an et demi, 2 ans. Et donc, ça veut dire que parfois, on voit que des obligations ce qu'on appelle des obligations à échéance longue, 3, 5, 10 ans, ont parfois des taux d'intérêt un peu moins élevés que des obligations à court terme, simplement parce que les perspectives d'inflation sont différentes. Encore une fois, c'est un sujet vraiment très complexe et en même temps, je pense que quand on investit dans des obligations, c'est pourquoi? C'est parce que c'est important qu'on construise un portefeuille de réfléchir à son allocation d'actifs. Quelle allocation on va mettre en action? Quelle allocation on va mettre dans des obligations? Comment on fait ça? On se pose simplement une question. Joe, imagine tu as 100 000 euros à investir, ok? Et demain, est-ce que tu es capable de vivre avec un marché qui, tes 100 000, devoir les fluctuer à 60, puis ça remonte à 80, puis ça redescend à 70, puis ça remonte à 90, ça monte à 110, ça redescend à 80. Est-ce que tu es capable de vivre avec la volatilité du marché action, des moins 40 certaines années, des plus 30 d'autres années? Si la réponse est oui, moi, je suis très direct par rapport à ça. Il n'y a pas besoin d'obligation. Si on est capable de vivre avec la volatilité du marché action, on sait qu'à long terme, les actions, dépendant des zones géographiques ici et là, c'est entre, moi j'annonce jamais 10% parce que 10%, c'est important, mais pour moi, c'est toujours entre 6 et 8% par an à long terme, ok? Et donc, ça veut dire quoi? 7% par an sur 10 ans, tu doubles ton patrimoine. Les obligations, on est plutôt à long terme entre 2 et 3% par an. Les obligations à taux long. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à long terme, les actions donnent mieux. On a des obligations si on n'est pas capable de vivre avec la volatilité du marché des actions. Si par exemple on se dit non, j'ai 100 000 euros, mais si je voyais ces 100 000 euros passer en dessous de 70 000 euros, ça me ferait vraiment mal au cœur. Donc là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des coussins de sécurité. Pour moi, investir dans des obligations, je sais qu'il y a plein de personnes qui vont nous regarder, qui seront pas d'accord, mais pour moi, investir dans des obligations, c'est vraiment se dire, j'investis dans des coussins de sécurité qui sont là au cas où les marchés chutent fortement et ça va, moi, me rassurer. Notre coussin de sécurité pourrait être l'or également parce qu'on voit souvent que
quand le marché fait moins 25, moins 30, moins 35%, il y a ce qu'on appelle un flight to quality effect, un flight même to safety effect. On va vers la sécurité, détenir des lingots d'or ou des pièces d'or. Ça rassure aussi beaucoup de personnes. Ok. Donc, très concrètement, est-ce que aujourd'hui, avec la hausse des taux d'intérêt qu'on constate, est-ce que c'est intéressant d'investir dans les obligations aujourd'hui ou pas, selon toi? Alors, si on a une stratégie avec une allocation 100% action, en fait, moi je pars toujours du principe que quand on définit son allocation stratégique, on définit la vision à très long terme. Et donc, pour mon portefeuille, peu importe l'environnement des taux d'intérêt avec les obligations, je ne vais pas changer en fait. Ouais. Je ne vais pas changer mon portefeuille. On peut, si certaines personnes le veulent, on peut mettre peut-être 10-15% dans des obligations de manière un petit peu plus tactique. Si on est prêt à se former là-dessus et bien comprendre là-dessus, n'oublions pas aussi que les obligations sont pas entre guillemets sans risque. L'année passée, elles ont perdu moins 18%. Les obligations européennes, alors que le marché des actions européennes était à moins 13, moins 14%. Bien entendu, on va me dire, oui, mais le but d'une obligation, c'est ça, c'est d'acheter une obligation et de la détenir jusqu'à l'échéance. Okay. Mais d'un autre côté, parfois quand il y a la volatilité comme ça, où les taux d'intérêt ne font qu'augmenter, voir à moins 18% sur des obligations, il y a certaines personnes qui paniquent et qui vendent ça. Donc, simplement, si on a une allocation 100% action, ça n'a pas spécialement de sens selon moi. Par contre, on peut le jouer, entre guillemets, de manière tactique et mettre peut-être 10, 15, 20% dans des obligations. Moi, là où je trouve où c'est le plus pertinent, c'est pour le coussin de sécurité. Coussin de sécurité, c'est quoi? C'est détenir, par exemple, potentiellement moi je dis toujours, entre 6 mois de dépenses et 12 mois de salaire net. On met par exemple 20-25 000 euros dans un coussin de sécurité. Eh peut-être que sur, imaginons 25 000 euros, on va peut-être mettre 15 000 dans le livret A, par exemple, ou même 22 000 dans le livret A. Et peut-être qu'avec quelques milliers d'euros, on va prendre une obligation à 6 mois, 12 mois, 1 an et demi et pas beaucoup plus. On va pas mettre l'entièreté de coussin de sécurité dans des obligations. Pourquoi? Parce que si malheureusement on fait un accident de voiture et on a besoin de 15 000 euros pour acheter une nouvelle voiture, et que le marché des obligations est-on augmenté et qu'on doit vendre en urgence des obligations, c'est pas l'objectif. L'objectif du coussin de sécurité, c'est que les 20-25 000 euros restent 20-25 000 euros et qu'on ne soit pas obligé de vendre entre guillemets à perte. Donc voilà. Par contre, je vois que peut-être en fonction de votre âge, aujourd'hui, moi j'ai 34 ans, j'investis 100% dans des fonds d'investissement qui investissent dans des actions, donc vraiment très agressifs. Peut-être qu'à 55 ans, 60 ans, je serai plus en mode pépère et je voudrais des obligations qui servent de coussin de sécurité et qui me rapporteront peut-être à ce moment-là 2, 3, 4%, peu importe. Mais donc, en fait, souvent, pourquoi on parle beaucoup des obligations? Parce qu'effectivement, il y a 2 ans, ça rapportait 0. Maintenant, on met son cash sur le livret A, c'est du 3%. Les taux d'intérêt ont augmenté. Oui, mais moi, j'aime pas prendre des décisions où je vais tout le temps changer mon allocation stratégique. Je veux vraiment la détenir à très long terme sur une période de 15, 20, 25, 30 ans et ne pas à chaque fois me dire, mais mince, en fonction de l'environnement économique, je vais changer mes classes d'actifs. Oui, si vous voulez le faire, faites-le, mais avec parcimonie et ne le faites pas avec 50% de votre portefeuille. Et puis, ce qui se passe aussi, ce qu'on se rend pas compte, et je pense que je ferai bientôt un sujet par rapport à ça, c'est que si on regarde la qualité des émetteurs, par rapport à il y a 20 ans, les émetteurs sont de moins bonne qualité. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que donc j'ai lu pas mal d'études là-dessus, le bilan des sociétés qui émettent des obligations en 2000 était en moyenne meilleur que le bilan des sociétés qui émettent des obligations aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a vécu plus de 25 ans de diminution des taux d'intérêt, même beaucoup plus, puisque je pense que le plus haut, c'est dans les années 80, donc beaucoup plus. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des émetteurs de moins bonne qualité qui sont arrivés sur le marché, alors que l'État allemand proposait du 1%, on proposait du 3, 3,5%, ce qui était beaucoup mieux, mais d'un autre côté, qui
qui était beaucoup mieux que l'État allemand, mais d'un autre côté où le risque est complètement différent. Donc moi, je dis juste attention vraiment à la qualité des émetteurs. Quand je vois parfois sur certaines plateformes des obligations qu'on peut acheter à du 6-7% et on se dit waouh, d'office, je vais gagner 6-7%, on oublie que certains émetteurs font faillite. Chaque année, il y a des sociétés ou des entreprises, des entreprises ou des États qui font faillite. C'est assez rare, mais c'est assez rare dans le sens parmi toutes les obligations qui sont émises, mais ça arrive. Et donc, je pense qu'il faut pas être juste aveuglé par le pourcentage. Il faut vraiment vous dire, ben oui, les obligations, ça a du sens pour moi, parce que finalement, des obligations de bonne qualité, quand le marché, prenons le cas, le marché a fait moins 20, moins 34% de 19 février 2020 et le 23 mars 2020, le marché a fait moins 34%, donc la bourse des actions, moins 34%. Des obligations de bonne qualité faisaient plus 5% des obligations de bonne qualité européennes. C'est ça que, selon moi, c'est la bonne raison pour investir des obligations, c'est on va servir de coussin de sécurité, d'airbag à notre portefeuille. Donc le choix des obligations dans un portefeuille, pour toi, on fait pas d'allocation stratégique active en fonction de la situation économique, mais une allocation stratégique qui est réfléchie en début de parcours, qui peut-être sera mise à jour au fur et à mesure. On a peut-être une première phase de plutôt capitalisation, donc généralement plus agressive, plutôt vers des actions, et une phase où voilà, on se stabilise peut-être un petit peu en fonction de l'horizon d'investissement. Je partage largement ton avis là-dessus, justement. T'as aussi parlé de l'âge, mais il y a aussi tout simplement l'horizon d'investissement. Quelqu'un qui investit pendant 5 ans et quelqu'un qui investit pendant 30, indépendamment de l'âge, de toute façon, n'auront pas la même allocation, enfin en tout cas ne devraient pas forcément avoir la même allocation. T'as parlé des émetteurs, c'est intéressant pour les bilans. Je suis hyper curieux, donc je te demanderai peut-être en off toutes les études. Ça m'intéresse énormément. Est-ce que le problème vient du fait que, comme tu as dit, il y avait peu de taux d'intérêt? Du coup, beaucoup de ces émetteurs se sont énormément endettés. Et donc, dans leur bilan, on a pu, j'imagine qu'il y a beaucoup moins de capitaux propres, beaucoup plus de passifs. Est-ce que ça vient de ça? En fait, ce qui se passe, c'est que ça vient de deux éléments. Le premier élément, c'est que ces sociétés-là avaient des besoins de capitaux de manière assez important. Le deuxième élément, et même ça c'est le deuxième élément. Le premier élément, c'est vraiment le fait que ces sociétés-là se sont dit simplement, ok, plutôt que de passer par mon banquier traditionnel, waouh, les taux ne font que diminuer, c'est génial, je vais émettre des obligations en bourse. Ouais, ok. Et donc là, on voit vraiment, c'est vraiment intéressant de remarquer que si on regarde le monde obligataire en général, c'est quoi? On voit une augmentation de la dette des entreprises depuis 20 ans. On voit, et ça je parle en général, je parle pas d'entreprise en particulier. On voit une augmentation de la dette des États. La dette des États, alors certaines personnes disent non, mais de toute façon il n'y a pas de problème. Oui, mais moi en tant que particulier, j'aimerais pas que 100% de mon revenu, que je sois endetté à 100% de mon revenu annuel, quoi. Ça serait difficile. Donc ça c'est un point important. La dette, effectivement, des États, si on regarde aussi la charge d'intérêt, on se rend compte qu'aujourd'hui, j'ai pas les chiffres précis en tête, donc je vais pas les dire, mais quand on regarde la charge d'intérêt de certains États fortement endettés, je pense à l'Italie notamment, je pense aussi à la France, à la Belgique que je connais bien, avec les taux d'intérêt maintenant, la charge d'intérêt, vraiment, la pilule à un moment donné pourrait être, j'utilise le conditionnel, mais pourrait être difficile. C'est ce qui s'est passé en 2009, 10, 11 avec la crise de la zone euro. Et à ce moment-là, les taux d'intérêt maintenant sont plus élevés qu'à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important de faire attention par rapport à ça parce qu'il y a eu la crise et malheureusement, les bilans des États sont moins bons. Il y a certains États comme l'Allemagne ou le Luxembourg qui arrivent toujours à maîtriser effectivement leurs dettes, mais il y a beaucoup d'États où c'est très très compliqué. Et donc attention quand même à ça parce que il y a rien à faire. Une récession économique ou ce genre de choses, le marché peut vite s'emballer. On voit parfois des différentiels importants entre taux d'intérêt d'une obligation espagnole et française et allemande. C'est ce qu'on appelle les spreads, donc la différence entre un taux d'une obligation italienne, par exemple, à 4%, française à 3% et allemande à 2,5%. Et un point extrêmement important, c'est quoi?
c'est que dans cet environnement effectivement obligataire, moi c'est vrai que l'environnement obligataire, je le trouve plus risqué qu'avant, plus risqué qu'il y a 10 ou 15 ans. Alors c'est moins volatile puisque ça bouge moins en général, mais on est dans un environnement où même du 4% par an pour certaines sociétés qui sont en moins bonne entre guillemets santé, où on va peut-être être 5 ou 6%. Moi, c'est pas quelque chose où je vais dire, mais si vous croyez vraiment à la société, achetez l'action et faites votre analyse sur l'action. Donc, il y a vraiment l'environnement obligataire avec ce qui s'est passé depuis 35-40 ans sur les taux d'intérêt a changé. Et avant aussi, faut savoir que dans les années 80-90, les obligations, tout le monde ne vous pouvait pas émettre des obligations. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facilement, beaucoup plus accessible. Et donc, tout le monde peut un petit peu émettre des obligations plus ou moins importantes, peu importe le pays et les entreprises. Et donc, l'accès au marché, c'est très bien. D'un autre côté, je pense à un graphe vraiment qui montre que début des années 2000, on voit le nombre d'entreprises double B, donc ça c'est la note de crédit. Donc la note de crédit c'est quoi? C'est une note qui est établie par une agence de notation qui a pour objectif de déterminer la probabilité qu'un émetteur, donc une entreprise, fasse faillite. Et ben la note de crédit, il y a beaucoup plus d'entreprises triple B, double B, simple B. Donc c'est-à-dire des obligations qui sont un peu plus risquées, avec des émetteurs un peu plus risqués, qui a fortement augmenté, alors qu'on voit que entre 1990 et 2000, c'est principalement la majeure partie, c'est quoi? C'est des obligations dites investment grade, donc d'entreprises ou d'États qui ont un risque de défaut sur leur dette très très limité. Et puis on voit début des années 2000 une augmentation importante vraiment de ce qu'on appelle à haut rendement en français, le high yield en anglais, où ce sont des émetteurs qui ont un peu plus, ou parfois beaucoup plus, de probabilité de faire défaut. Donc attention quand même à cela. Et puis n'oublions pas aussi la liquidité. Alors justement, il y a beaucoup de sujets sur lesquels il faut que je te lance. Petite question, est-ce que les critères de notation ont changé? Des fois, c'est simplement un changement comme ça qui fait que beaucoup d'entreprises passent, entre guillemets, à des mauvaises notes. Est-ce que les critères ont changé ou pas du tout entre les années 90 et aujourd'hui? Alors ça c'est certainement. Par contre, on voit que la tendance dans le graphique auquel je pense, on voit que la tendance des augmentations de la part des obligations émises par des entreprises ou des États en moins bonne santé financière n'a fait qu'augmenter au cours du temps. Avec la santé financière qui est mesurée de la même manière. Effectivement. Ok. Et donc voilà, mais je pense que c'est important aussi quand on investit dans des obligations de se poser la question dans quelle zone géographique on a envie d'investir et de réfléchir sur finalement quelle est la santé de l'émetteur. Donc je prête de l'argent, j'investis dans une obligation émise par Volkswagen. Est-ce que Volkswagen est une bonne entreprise ou non? Investir dans des obligations individuelles comme ça, c'est comme du stock picking, c'est comme investir dans des actions individuelles. Il faut faire son travail d'analyse. Alors, il existe des ETF obligataires, bien entendu, mais ça, il y a différents critères et si ça t'intéresse, je les partage avec grand plaisir. Justement, c'est parfaite transition. Avant de parler des critères pour choisir une obligation, est-ce que déjà tu peux nous dire qui devrait acheter des obligations? Dans quelle situation est-ce qu'on devrait acheter des obligations pour que peut-être les gens qui nous regardent se disent « Ok, ça me concerne » ou alors « Non, ça me concerne pas du tout ». Est-ce que tu pourrais peut-être clarifier à peu près? Donc, bien entendu. Donc, qui devrait se poser la question de est-ce que j'achète ou non des obligations? Des personnes qui ont un horizon d'investissement, par exemple, compris entre 5 et 10 ans, et peut-être pas au-dessus de 10 ans. Des personnes qui ne sont pas prêtes à voir leurs investissements fluctuer de telle manière, mais plutôt veulent quelque chose de plus doux. Je pense que j'ai fait le tour. Ok. Voilà. Bon, très bien. Par contre, si on veut investir, par exemple, on a un projet, on souhaite investir, on a de l'argent maintenant, mais on sait que dans 3 ans ou 4 ans, on a un projet immobilier. Eh ben, faites un compte épargne, un livret A, un compte à terme, mais ne faites pas d'obligation à échéance 3 ou 4 ans, parce que il y a rien à faire. Il y a toujours quand même,
aux obligations, il y a deux types de risques sur une obligation. Il y a ce qu'on appelle le risque de crédit, le risque que l'émetteur ne rembourse pas effectivement une partie ou la totalité de sa dette. Et le risque de taux, imaginons que vous preniez une obligation 4 ans, mais c'est pas dans 4 ans que vous vous rendez compte, dans 2 ans, que vous avez besoin de l'argent plus rapidement que prévu. Mais mince, les taux d'intérêt ont augmenté, donc mon portefeuille obligataire, il a perdu 5 ou 10%. Et donc j'ai moins d'argent, et donc peut-être que mon projet, en fait, il est amputé d'une partie où je peux pas réaliser mon projet simplement parce que je l'ai investi. Moi, je dis toujours que si on a besoin, on investit de l'argent dont on n'a pas dans des instruments financiers orientés action, minimum 10 ans d'horizon d'investissement. Minimum. Si c'est avec des obligations, c'est minimum 5 ans. Si on prend, par exemple, aux États-Unis, depuis août 2020, le marché des obligations américaines ne fait que diminuer. Ça fait déjà plus de 3 ans. 3 ans et demi même. Et donc, il va peut-être lui falloir 1 an, 2 ans, 3 ans pour remonter et retrouver. Donc, potentiellement, l'investisseur qui investit en août, il va peut-être lui falloir 5 ou 6 ans pour retrouver sa mise. C'est un environnement qu'on n'a jamais connu sur les obligations. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les obligations, non, on n'investit pas dans des obligations comme ça sur 2-3 4 ans, ou en tout cas pas une majorité, parce que si on a besoin de l'argent à court terme vraiment, on va privilégier un livret A, on va privilégier d'autres choses, ou une obligation à court terme sur 6 mois, mais on va pas faire un truc avec des obligations à 4-5 ans et se dire que oui, normalement le portefeuille je serai remboursé dans 4-5 ans. Non, parce que le marché peut faire que si vous avez besoin de l'argent un peu plus rapidement que prévu, cet argent doit être facilement mobilisable et idéalement, il faut pas que cet argent-là fluctue trop, parce que s'il fluctue trop, à la hausse tant mieux, vous avez plus d'argent, mais à la baisse, ça peut empêcher votre projet. Donc pour résumer, les obligations, c'est au moins 5 ans d'horizon de placement, et c'est pour ceux qui cherchent à investir sur plutôt du moyen terme, donc entre 5 et 10 ans, peut-être un petit peu plus, et aussi réduire la volatilité en fait de leur investissement. Et ça, c'est le point, je pense, exactement le plus important. Quels sont les critères pour choisir une obligation? Et ensuite, on parlera des méthodes concrètes pour acheter une obligation à la fin de cet épisode, pour ceux que ça intéresse. Alors, moi, j'ai plusieurs... En tout cas, il faut regarder plusieurs choses quand on regarde les obligations. Donc, il faut regarder effectivement la zone géographique. Et puis, il faut réfléchir, se dire, très bien, est-ce que c'est une obligation d'État émise par un État, l'État belge, l'État français, l'État allemand, l'État américain, ou une obligation d'entreprise? Déjà, ça, c'est pas facile de se poser la question. Pourquoi je dis ça? Parce que, prenons les obligations d'entreprise. Quand les obligations d'entreprise, à long terme, rapportent plus que les obligations d'État. Oui, mais lorsque le marché fait moins 50%, donc la bourse fait moins 50%, la bourse des actions fait moins 50%, les obligations d'entreprise font peut-être moins 25% et les obligations d'État font peut-être moins 10% ou moins 5%. Qui sert de coussin de sécurité? Les obligations d'État. Donc, en fait, là, il faut se poser la question, très bien, est-ce que je souhaite un petit peu de dynamisme dans mon portefeuille ou je souhaite vraiment opter pour un coussin de sécurité? Pourquoi? Parce que dans les obligations d'entreprise, vous avez aussi bien des entreprises qui sont très très bien cotées, qui ont un risque de défaut très très faible, mais vous pouvez aussi avoir des malheureusement, on l'a vu avec l'histoire de Volkswagen Gate, où le prix des obligations, à ce moment-là, a fortement chuté. Alors que Volkswagen, c'était le groupe où tout le monde ne jurait que par ça. Donc attention par rapport à ça. Donc il y a une question de obligation d'État ou obligation d'entreprise. Obligation d'entreprise rapporte plus à long terme, mais il y a plus de volatilité. Donc les actions rapportent plus à long terme, mais ça fait comme ça. Les obligations d'entreprise rapportent un peu moins à long terme, mais ça fait moins. Ça fait comme ça. Et les obligations d'État font comme ça, mais rapportent beaucoup moins à long terme. Donc ça dépend de la tolérance à la volatilité. Puis il faut regarder quoi? Le credit rating. Donc le credit rating, c'est la note de crédit. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont nous écouter en disant
oui, mais en 2008, les agences de notation, elles n'ont pas vu arriver Lehman Brothers. Voilà, il y a plein de critiques qu'on peut faire sur les agences de notation, c'est clair. Mais ça donne une bonne vue, finalement, par exemple, d'un portefeuille obligataire. On va dire, ben voilà, c'est quoi la note de crédit moyenne? La note de crédit moyenne, c'est vraiment dire, ben, c'est une note de crédit qui est établie par une agence de notation qui va mesurer la probabilité le risque de faire défaut d'un émetteur ou d'un groupe d'émetteurs au niveau d'un ETF obligataire, c'est-à-dire un ETF, c'est un fonds d'investissement passif dans lequel qui va investir dans des centaines ou des milliers d'obligations. Et là, ben voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez, parfois il y a des gens qui sont intéressés par un ETF obligataire, mais qui investit dans des obligations qui sont à haut rendement, donc des obligations très risquées, qui peuvent gagner 8 à 10% par an. Mais lorsque le marché fait moins, car le marché, si on prend finalement le marché des obligations à haut rendement américain, entre février et mars 2020, le S&P 500, l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis, a fait moins 34%. Les obligations comme ça ont fait moins 27, moins 28%. Donc c'est un risque, c'est presque un risque action en fait. Quand on détient des obligations qui ont une santé financière moins bonne, c'est presque comme détenir des actions. Et si on regarde des obligations de bonne qualité, on était à environ à moins 15%, et les obligations de l'État américain, on était en positif. Donc, regardez bien entendu risque entreprise, l'émetteur entreprise ou État, la note de crédit moyen. Donc moi, je vais toujours privilégier, je le dis tout le temps, coussin de sécurité, coussin de sécurité, coussin de sécurité. Ça veut dire que je veux une note de crédit très élevée. Et pas triple B. Triple B, en fait, dans les notes de crédit, vous commencez à triple A, double A, simple A, triple B, puis double C, grosso modo. Triple B, c'est le dernier niveau avant de passer à double B. Et double B, c'est les obligations dites à haut rendement. Triple B, on est quand même pas loin de passer à l'autre catégorie, les obligations dites à haut rendement ou à yield en anglais. Donc moi, si un jour ma tolérance à la volatilité change, je vais privilégier des ETF obligataires qui sont par exemple double A, où la totalité des obligations font que c'est des obligations de super qualité. État allemand, État super entreprise par exemple, 2 ETF obligataires, un ETF obligataire lié à des obligations gouvernementales, État allemand, État américain, État suisse pour dire quelque chose. Enfin, c'est pas pour dire quelque chose, j'y crois, ces États-là, c'est des États, selon moi, en meilleure santé financière que d'autres. Et deuxième, un ETF obligataire avec des obligations d'entreprise, mais des bonnes entreprises. Des bonnes entreprises, je vais privilégier des entreprises triple A ou double A plutôt que des entreprises triple B. Voilà, ça c'est si je devais le faire. Et puis un autre critère important, et je pense que j'aurais fait le tour, c'est la duration. La duration, c'est quoi? Donc la duration, ça va mesurer la sensibilité du prix d'une obligation par rapport à l'évolution des taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt augmentent, si par exemple je détiens une obligation avec une duration de 2, ok, et ben si les taux d'intérêt augmentent de 1%, toute chose égale par ailleurs, le prix des obligations va diminuer de 2%. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au plus vous avez une duration élevée, au plus votre portefeuille d'obligations est sensible à l'évolution des taux. Donc c'est important d'en être conscient. Donc là, il faut peut-être viser une duration intermédiaire de 3, 4, 5 années et ne pas prendre une duration de 10, 12, 13 années parce que sur certains types d'obligations, c'est ce qui s'est passé l'année passée avec les taux d'intérêt qui ont diminué. Mais les obligations qui avaient une duration plus importante et la duration est très étroitement liée avec la maturité, l'échéance d'une obligation, eh bien, au plus on a un horizon d'investissement de long terme, au plus l'obligation a une échéance long terme, au plus on va en général gagner un pourcentage élevé, mais au plus cette obligation peut être sensible à l'évolution des taux d'intérêt. Et je pense qu'en faisant ça, en fait, il faut vraiment être sélectif et vous dire, oui, mais
Si j'investis dans des obligations, cherche à choisir des 7-8%, ben non, c'est risqué. Peut-être que c'est mieux de faire des actions à ce moment-là. Les obligations, vraiment, comme tu l'as très bien dit, c'est des gens qui veulent investir et qui veulent dire qu'ils sont pas prêts à vivre avec 100% de la volatilité, mais qui souhaitent avoir des coussins de sécurité, avoir un portefeuille qui fluctue moins à long terme. Et c'est vraiment le rôle premier. Mais maintenant, je vois parfois des tendances quand même depuis 10 ans, des tendances où les gens foncent, par exemple, dans le private equity, comme ça, en investissant 100 ou 1000 euros par projet, comme ça, sans les analyser. Voilà. J'ai un avis très tranché par rapport à ça. Et maintenant, depuis les derniers mois, plein de gens vont dans les obligations comme ça, via leur application, sans se poser des questions sur la qualité de l'émetteur. Souvent, quand on fait ça, c'est pas bon. Voilà. Mais ce n'est que mon humble avis, et je sais qu'il y aura des gens qui ne seront pas d'accord, et c'est très bien comme ça, on peut le partager. Tous ceux qui sont pas d'accord, n'hésitez pas à dire ça en commentaire, et puis ça favorise le référencement, alors c'est toujours bienvenu, et ceux qui sont d'accord aussi. Si je résume les 3 critères, on a le type d'obligation, donc obligation d'État ou d'entreprise. Pour une volatilité plus faible, forcément, on choisit des obligations d'État. Pour une volatilité plus élevée et un rendement potentiel plus élevé, les obligations d'entreprise. Il y a la note de crédit. Toi, tu favorises à partir de AA. Oui, si je devais le faire si pour tu moi. Devais le faire pour toi. Voilà. Effectivement, moi, c'est vrai que je double A ou simple A, mais j'irai pas sur une note moyenne de triple B. Ok. Et le troisième critère, c'est la duration. Ou si tu devais le faire pour toi, encore une fois, bien évidemment, ça dépend des choix de chacun, mais ce serait plutôt sur du 3-5 ans. Voilà, c'est ça. Pour le coussin de sécurité, si je souhaite un coussin de sécurité, je souhaite pas que ce coussin de sécurité soit trop volatile non plus. Je souhaite qu'il gagne un petit peu, mais je souhaite pas qu'il soit trop volatile, donc je veux maîtriser par rapport à ça. Et aujourd'hui, comment on fait concrètement? On peut aller sur Just ETF, le site. Il y a des obligations, bien entendu. Là, je connais pas de bons sites qui permettent de sites gratuits qui permettent justement de sélectionner. Mais même, je suis pas spécialement en faveur des gens qui investissent dans des obligations plic-ploc comme ça. Ouais. Plutôt dire, voilà, je vais essayer de sélectionner des fonds d'investissement passifs qui eux-mêmes investissent dans des obligations. Et on utilise le côté gauche, il y a des filtres, on met obligations très bien, on met la zone géographique, l'Europe par exemple, et puis on va classer par taille, et puis on va commencer à mettre 2-3 critères, et puis on va regarder un petit peu ce que font les indices, les ETF obligataires par rapport au marché. N'oublions pas quand même, et ça j'insiste sur un point important auquel il y a que moi qui en parle, donc voilà, c'est ce qu'on appelle le risque de liquidité des obligations. Alors le risque de liquidité, j'espère que c'est le bon terme, c'est quoi? En fait, une obligation, je vous l'ai expliqué, c'est quoi? C'est un instrument financier, mais qui est très peu échangé en bourse. Beaucoup sur le marché de gré à gré. Les ETF, c'est un Exchange Traded Fund, un fonds d'investissement échangeable en bourse qu'on peut acheter entre 9h et 17h30 durant les heures d'ouverture de la bourse. Donc l'ETF, il a pour objectif d'être échangé facilement. L'obligation, le sous-jacent, donc puisque l'ETF détient différentes obligations, les obligations, en fait, elles sont là, elles sont moins échangées facilement que les actions en général. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015, si ma mémoire est bonne, sur le marché américain de la dette à haut rendement? Qu'est-ce qui s'est passé en février-mars 2020 sur le marché de la dette à haut rendement? C'est qu'on a vu quoi? On a vu une panique importante des investisseurs qui ont dit « Moi, je détiens des ETF, je veux, sur des obligations plus risquées, je vends massivement ces obligations. Je veux vendre l'ETF, ok? Donc le fonds d'investissement échangeable en bourse, qui détient des obligations. Oui, mais derrière, s'il y a un flux massif de vendeurs, le gestionnaire de l'ETF, qu'est-ce qu'il doit faire? S'il n'a pas de liquidité suffisante, il doit vendre les obligations sous-jacentes. Oui, mais il n'y a pas de marché. Oui, mais il n'y a pas de liquidité. On est dans une période de stress. Et donc là, si vous vous amusez à regarder certains types d'ETF obligataires, vous allez voir une différence importante entre l'évolution, je pense à 3-4 ETF obligataires maintenant, entre
sur 5 ans, l'indice obligataire, un ETF obligataire, il a pour objectif de répliquer un indice obligataire composé d'obligations. L'indice obligataire a fait peut-être plus 8%. Et ben, l'ETF obligataire, il est à plus 0. Et on voit un détachement exactement durant des périodes de forte volatilité. Parce que, en fait, à ce moment-là, les vendeurs sont prêts à vendre le prix de l'ETF beaucoup moins cher que ce que vaut le vrai indice, ok? Parce qu'en fait, ils veulent sortir, mais les sous-jacents ne peuvent pas être vendus, donc ils sont prêts à vendre vraiment à la casse. Donc, attention quand même aux ETF obligataires, au fait que derrière, si vous avez des obligations moins liquides sur des obligations, par exemple, à haut rendement en Asie, des obligations à haut rendement dans d'autres zones géographiques, ou des obligations sur certains secteurs, si c'est moins liquide, on ne parle pas de l'obligation de l'État américain ou tout ça, où là, il y a beaucoup plus de liquidité. Mais, en général, le marché obligataire est moins liquide. Et quand tout le monde veut vendre des ETF obligataires, ça met de la pression sur le prix de l'ETF obligataire parce que le gestionnaire de l'ETF obligataire n'arrive pas à vendre derrière. Et donc, c'est un risque auquel je sensibilise parce que vous allez avoir quand est-ce que les investisseurs veulent sortir? Quand c'est rapidement, massivement, c'est quand les marchés chutent pour des obligations de mauvaise qualité. Donc j'insiste vraiment sur le fait que quand on investit dans des obligations, on essaye de choisir des obligations de bonne qualité ou même un ETF obligataire qui lui-même investit dans des bonnes obligations. Ok, très bien. Merci effectivement de rappeler ce risque, le gros risque en fait de la liquidité qu'il faut jamais sous-estimer quand on achète des actifs en bourse, surtout quand on sort en fait des actions. Merci pour tout ça, Grégory. Je pense que tu as répondu à beaucoup de questions sur les obligations. Si des gens ont des questions ou s'ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Alors, où est-ce qu'ils peuvent me trouver? Ils peuvent déjà me retrouver dans mon superbe livre, Bien débuter en bourse, qui est sorti maintenant il y a un peu plus de 15 mois, qui est disponible à la Fnac, sur Amazon ou encore dans la librairie du coin. Ils peuvent me retrouver en fait sur LinkedIn, Grégory Guillemin, sur YouTube, Grégory Guillemin, sur Instagram, Grégory Guillemin, sur Facebook, La Bourse Make It Easy, puisque j'ai d'abord créé une page Facebook il y a 2 ans et demi. Et puis il y a mon site internet, laboursemakeiteasy.com. Donc voilà, je suis là, mes coordonnées sont là. Et puis j'oublie quand même un point important, c'est que j'ai une newsletter qui s'appelle Les Tutos de Greg, où chaque semaine, je partage ma passion autour de l'éducation financière orientée bourse. Et on parle des obligations aujourd'hui. J'ai fait toute une newsletter de 10 minutes. Je sais que c'est long, mais en même temps, où je partage aussi ma connaissance, mon interprétation et mon avis justement sur le marché obligataire. Donc voilà, si ça a du sens pour vous, rejoignez-moi avec grand plaisir. Et il me semble même que sur ta chaîne YouTube, tu as des tutos avec Just ETF pour montrer comment ça sur marche. ma chaîne YouTube, c'est vrai. Faire un tour. Sur ma chaîne YouTube Grégory Guillemin, c'est vrai que c'est souvent des vidéos en 2 parties. Première partie où je vais expliquer des choses concrètes, et puis deuxième partie où je vais partager mon écran. On va aller sur Just ETF, comment trouver des ETF obligataires, comment trouver des ETF actions, comment on lit ce qu'on appelle une fact sheet, comment on comprend. Pour vraiment, moi, ce qui me motive dans ma chaîne YouTube, c'est quoi? C'est de partager des conseils pratico-pratiques pour tenir la main des gens qui suivent mes vidéos et pour que ces personnes-là soient 100% autonomes après dans leurs investissements.